Avec ses 4300 km de long entre le Cap Horn et la frontière bolivienne, le Chili ne manque ni de charme ni de diversité. Nous commençons notre voyage par l'extrême sud du pays et sa ville principale, Punta Arenas. La cité rend hommage à Magellan, car nous sommes au bord du détroit qui porte le nom de ce navigateur et explorateur portugais qui découvrit le passage maritime entre le continent et la Terre de Feu au XVIe siècle. Dès que nous sortons de la ville, que ce soit au nord ou au sud, nous sommes confrontés aux dégâts maritimes qui furent nombreux dans cette région inhospitalière où les vents frôlent souvent les 200 km/h. Des cimetières en pleine campagne témoignent comme ici de ces catastrophes où nombre de marins ont fini engloutis par les flots glaciales, froideur due aux courants provenant de l'Antarctique. Beaucoup d'épaves de navires ornent la côte environnante, formant un musée lugubre qui fait encore frissonner d'effroi. Il vaut mieux être de constitution solide pour vivre ici. Et quelques rares villages de pêcheurs cachés au fond de baies abritées des intempéries affichent de jolis bateaux peints aux couleurs du drapeau chilien. Le lendemain, nous embarquons sur un ferry qui nous fait traverser le détroit de Magellan en direction de Porvenir, ville principale de la Terre de Feu. La cité est plutôt sinistre, mais comporte un musée sur l'histoire de la région et de ces Indiens Selknam qui mesuraient plus d'1,80 m et qui furent massacrés à la fin du XVIIIe siècle par les éleveurs de moutons et les chercheurs d'or voulant s'approprier leurs terres ancestrales. La nature ici est sauvage, avec une impression d'hostilité constante. Nous roulerons longtemps avant d'atteindre la seule colonie reproductrice de manchots royaux de toute l'Amérique du Sud. La direction de ce site a eu la très bonne idée d'éloigner les visiteurs qui voulaient évidemment être photographiés au plus près de ces animaux emblématiques. Je confirme, nous sommes bien sur la route de la fin du monde. Nous continuons notre découverte du sud de la Patagonie chilienne aux environs de Puerto Natales. Petit port tranquille, mais bordé surtout par le splendide parc national Torres del Paine. Et c'est en bateau que nous allons chercher 2 glaciers entourés de cascades dont l'eau se répand dans ce lac d'une couleur verte étonnante, due aux sédiments millénaires qui s'échappent de ce glacier. Les couleurs sont saisissantes, tout comme le froid
que le vent accentue dans ces paysages perdus. La glace est pure, c'est évident. Ce piqué indique la position du glacier en 1976. Le réchauffement climatique est hélas bien installé. Un vol assez court nous emmène un peu plus au nord, dans une région au climat plus tempéré, mais où les volcans imposants dictent leurs lois. Un logement tout simple nous accueille pour quelques jours et le feu à bois apporte un confort certain car les nuits sont un peu fraîches. L'Osorno domine la région du haut de ses 2660 mètres, de la verdure, de l'eau bouillonnante, où le calme d'un lac offre des vues différentes mais tout aussi prenantes. Arpenter les flancs du volcan fournit encore d'autres sensations, où les couleurs qui échappent à la brume ou aux nuages sont presque irréelles. Nous sommes ici en pays mapuche et j'ai été surpris de constater, en découvrant des inscriptions et également par le faciès de ces Indiens, que leurs origines pouvaient venir des Maoris polynésiens, déjà installés sur l'île de Pâques, qui, ne l'oublions pas, appartient au Chili. Beaucoup de cascades ornent cette région verdoyante, mais il faut randonner quelques heures pour s'en approcher. Sur les flancs du volcan Villarrica, une station thermale aux eaux frôlant les 40 degrés nous donne l'occasion d'un moment de détente bien apprécié dans cet environnement si sauvage. L'ascension du volcan, qui trône à près de 2900 mètres, mérite de l'effort bien sûr, mais surtout beaucoup de prudence, car les émanations toxiques sortant du cratère pourraient être fatales. Nous sommes partis trop tard pour une ascension complète, mais les premières pentes apportent tout de même leur dose de frisson, où on a l'impression de jouer un peu avec le feu, grisant. Un vol paisible, mais toujours le long de la cordillère des Andes, nous fait remonter toujours vers le nord à la découverte de Valparaiso. Ville portuaire célèbre pour tout marin du monde entier, elle est surtout attrayante par ses collines auxquelles on accède par des funiculaires très bien entretenus depuis leur mise en place à la fin du XIXe siècle.
Ces collines permettent une découverte totalement différente de la ville grâce à la vue sur la baie et surtout par les couleurs dont les habitants ont décoré leur habitation. Un gros incendie, débutant dans une décharge d'ordures ménagères tout en haut de cette colline, va donner un aspect inquiétant à ce décor haut en couleurs, sans toutefois provoquer des pertes humaines. Valparaiso est la ville couleur par excellence. Que ce soit murs, pignons, portes de garage ou même un camion poubelle, tout est prétexte à supporter les œuvres d'artistes locaux, parfois très inspirés, et ça invite à fouiller chaque rue ou ruelle à la recherche d'une œuvre originale. Le 31 décembre, toute la baie s'illumine via un feu d'artifice gigantesque attirant des millions de personnes venues de tout le pays. Inoubliable. Nous progressons toujours vers le nord du pays et nous arrêtons à Los Vilos, petite ville portuaire plutôt tranquille où les pélicans et autres oiseaux de mer attendent que les pêcheurs nettoient les poissons tout frais afin de se battre puis se régaler des viscères. Partisans du moindre effort, mais malins tout de même. La côte environnante, mélange rocher dangereux pour la navigation, maison typique et immense plage de sable où la baignade reste sympathique malgré une température de l'eau très fraîche, car les courants venus de l'Antarctique remontent les côtes chiliennes sans se réchauffer. Ces plages sont d'ailleurs, certains jours de bon vent, un spot de surfeurs aguerris, comme notre autre du moment, Nicolas. Trust me, it's paradise. This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never Et c'est grâce à lui et à son drone que nous pourrons profiter d'images superbes. Tout d'abord, un banc de grands dauphins qui s'approche assez près des falaises environnantes. When it actually does,
Et puis, c'est le spectacle donné par une baleine venue respirer en surface dans la baie abritée un peu plus au sud de Los Vilos. Toujours un peu plus au nord, le village de pêcheurs de Tongoy est un endroit très accueillant, où le contact avec les habitants est vraiment chaleureux, tout comme ses couleurs de couchant qui ont embelli nos soirées, ou encore ces barques colorées qui embellissent une baie protectrice des vagues venant d'un océan Pacifique qui ne porte pas toujours bien son nom. On longe encore une fois cette cordillère des Andes pour atteindre la dernière étape de ce voyage. Étape probablement la plus forte de ce périple, tout du moins en émotion. Le désert de la Lune, à un peu plus de 3000 mètres, fut plus qu'une transition et une préparation à l'altitude. En effet, il y a quelques millions d'années, la mer était ici. Elle a laissé des traces avec ses résurgences de sel qui passent du blanc au bleu à mesure que la lumière change. Impossible de rester insensible devant ce spectacle qui laisse pantois d'admiration et fait frissonner encore, même à chaque évocation. Il est important pour moi de rester longtemps dans ce genre d'endroit, pour s'imprégner profondément de cette beauté que la nature offre sans aucune modération. La civilisation reste bien présente malgré tout, où certains s'essaient à glisser sur ce sable brûlant et où d'autres laisseront quelques empreintes pneumatiques qui seront vite effacées par le vent du désert. La piste nous ramène vers San Pedro, où nous allons nous préparer à monter, demain ou après-demain, vers les hauts sommets de l'Atacama. Les organismes sont prêts, après 4 jours d'acclimatation à l'altitude. Nous prenons la piste vers Machuca, petit village à 4000 mètres où alpagas, vigognes et guanacos pèsent tranquilles au bord de cette lagune. Nous sommes très surpris de trouver des flamands des Andes picorant le fond de cette lagune et surtout à cette altitude. Toits en tôle ondulée ou en chaume montés sur des murs de pierre, églises typiques constituent l'ensemble de ce minuscule village d'altitude. Maria est là tous les jours pour entretenir cette église-chapelle du bout du monde. Et puis,
il est temps de monter sur le plateau, à 4300 mètres. Là où sur 180 degrés s'étalent tous les sommets des montagnes ou volcans des Andes qui pavoisent entre 6 et 7000 mètres d'altitude. On reste sans voix et je crois bien que je souris bêtement d'un plaisir interne indescriptible.